Bonsoir et bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, ça y est, c'est officiel, le chapeau de Saponé porte désormais la marque du Made in Burkina Faso. Le chapeau a désormais un label dévoilé au grand public ce matin dans la commune de Saponé lors d'une cérémonie officielle. Vous le verrez plus en détail dans cette édition. La question du refus de l'application de l'UTS sur les primes et indemnités sur le salaire des travailleurs refait surface au Burkina Faso. La coalition des syndicats des travailleurs est sortie encore ce matin pour l'exprimer. Plus que jamais déterminée, la coalition ne compte pas rebrousser chemin tant qu'il n'y a pas satisfaction. Les explications dans ce journal. Au sommet également, les Algériens reçoivent les restes de 24 combattants tués au début de la colonisation française. Ces soldats avaient été exécutés par l'armée française en 1849 en défendant leur territoire. Les crânes seront enterrés demain dimanche, jour anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Détails à suivre au cours de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la chaîne africaine de télévision. Le patrimoine culturel burkinabé continue de s'enrichir après la labellisation du pain tissé Faso d'Anfani. Le ministère du Commerce marque un pas vers celle du chapeau de Saponé. Ce matin a eu lieu la cérémonie de dévoilement du label de ce chapeau mythique à Saponé, localité située donc à une vingtaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou. Ce chapeau devient donc du Made in Burkina Faso. C'est donc le modèle type de cette œuvre que vous allez découvrir justement dans ce reportage que nous proposent Judith Timadi et Bassirou Sawadogo. Le label du chapeau de Saponé est ainsi dévoilé. Il ne reste plus que la labellisation. Le gouvernement burkinabé veut promouvoir ce chapeau mythique qui est un instrument de développement culturel et socio-économique. Mais pour relever ce pari, la filière doit faire l'objet d'une saine organisation. Nous avons d'abord travaillé à réorganiser davantage la coopérative avec l'accompagnement du chef de Saponé, parce qu'il fallait d'abord que ce soit une structure avec des statuts et un règlement intérieur qui accompagne donc le processus, et qu'ensuite avec les experts dans le domaine, à travers donc, j'allais dire, les écrits et la tradition orale, que nous arrivons à écrire un cahier de charges qui définit clairement comment est-ce que le chapeau il est fait, comment est-ce qu'il est confectionné, avec quelle matière première, pour qu'on puisse dire que c'est du Made in Burkina Faso. Après cette étape-là, il a fallu donc donner une identité, un visuel à cette indication géographique, parce que c'est une indication géographique. Et c'est ce visuel-là que nous avons dévoilé aujourd'hui. Après cette étape, bien entendu, avec les documents nécessaires, nous allons, sur cette base, protéger le produit à l'OAPI avec une extension à l'OMPI. Et la dimension business de cette activité n'est plus à démontrer. Elle est non seulement bénéfique pour le gouvernement burkinabé, mais encore plus pour les producteurs. Il faut de plus en plus évidemment que nos parents, nos mamans qu'on a vus ici en train de tresser ce chapeau puissent en vivre sérieusement. Et ça c'est important. Et c'est là que la labellisation joue un rôle très important. La labellisation, c'est un élément de sécurisation, j'allais dire juridique. Parce que si ce n'est pas sécurisé juridiquement, il y aura beaucoup de contrefaçons. Et donc, je crois que nous sommes très bien engagés dans le processus de sécurisation. Les producteurs du chapeau de Saponé ne diront pas le contraire. Ce pas vers la labellisation va booster davantage leur chiffre d'affaires. C'est à travers du chapeau que les femmes travaillent pour nourrir leurs enfants et s'occuper de leur famille. Et maintenant, on vient de labelliser notre chapeau. Nous sommes très heureux parce que c'est une occasion et que les femmes vont avoir beaucoup d'argent pour soutenir leurs enfants. Et en matière de scolarité et en matière de la santé. Et aider leurs maris aussi dans les dépenses de la maison. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour la labellisation de 4 produits du terroir burkinabé que sont le pain tissé Faso d'Anfani, le chapeau de Saponé, le beurre de karité et les produits de cuir et peau de kaya. Les syndicats des travailleurs burkinabés ne sont toujours pas d'accord qu'on applique l'impôt unique sur les traitements et salaires regroupés au sein d'une coalition. La cinquantaine de syndicats a organisé un meeting ce matin à Ouagadougou pour l'exprimer
pour eux. En tout cas, c'est bien sûr une lutte de longue haleine à laquelle il faut beaucoup d'énergie et de courage pour obtenir satisfaction. Les syndicats ne comptent donc pas s'arrêter en si bon chemin. Oumou Konaté, Constantin Sieda. Impossible de se frayer un chemin à la Bourse du Travail ce samedi matin. C'est une bourse de travail pleine à craquer par une cinquantaine de coalitions syndicales. Une coalition en lutte encore plus déterminée contre l'extension de l'impôt unique sur les traitements et salaires aux primes et indemnités IUTS. Le contenu du message de ce meeting, selon Bassolma Bazié, est de rappeler les difficultés que traversent les travailleurs du Burkina, mais aussi l'ensemble de la population. Mais l'une des préoccupations soulevées dans leur plateforme revendicative porte sur les questions de gouvernance. Ce qui est mis à nu aujourd'hui, avec des dépôts de ministres à la MACO, avec également des audios qu'on entend sur la mairie centrale, avec des audios qu'on entend sous les pieds même du président du FASO à travers des conseillers, qui concernent des conseillers, ça indique qu'on avait raison même le 16 septembre 2019, malgré qu'on ait été réprimé. En ce qui concerne les libertés de manifestation, nous avons estimé également qu'il y a des textes qui sont pris et il y a des comportements de certains responsables qui ne permettent pas véritablement de nous sentir dans un état de droit. La plateforme que nous avons déposée, que nous défendons, est une plateforme juste, elle est légitime, elle est même patriotique. Le gouvernement ne devrait même pas attendre qu'on envoie de tels types de revendications sur sa table. Nous répétons en dernier mot que l'exigence de l'annulation de l'UTS sur les primes et indemnités des travailleurs du privé, du parapublic et du public, c'est une exigence que nous allons tenir jusqu'au bout. Plus grave pour Bassolma Bazié, nombreux sont les agents du public qui rencontrent des difficultés dans le traitement des dossiers de retraite. Comment un agent devrait se retrouver devant l'État à demander à ce qu'on lui clarifie où est-ce qu'on baisse les cotisations qu'on portionne sur son salaire pour préparer sa retraite? C'est inadmissible. C'est comme si on n'était pas dans un État dirigé. Bassolma Bazié et ses camarades exigent du gouvernement la levée des sanctions prises à l'encontre de certains agents de la fonction publique. Tout en réaffirmant la pertinence de la plateforme, les syndicats organisateurs du présent meeting exigent, premièrement, la levée sans délai des sanctions arbitraires contre les travailleurs, à savoir la révocation des travailleurs des impôts et la restitution des salaires suspendus et ou coupés illégalement, l'annulation des mutations arbitraires des agents de la RTB et de citoyens. Les secrétaires généraux des différents syndicats ont tour à tour dénoncé les conditions de vie à laquelle font face les travailleurs de la fonction publique. La plateforme revendicative de la coalition syndicale contient 5 points que sont l'arrêt du pillage du patrimoine national, le respect des libertés, la question de la vie chère et l'annulation du prélèvement de l'IUTS pour les travailleurs du privé, du parapublic et du public. Sur toute l'étendue du territoire, une grève de 48 heures est attendue les 8 et 9 juillet prochains. Autre actualité, dans ce journal, l'Algérie a récupéré ce samedi les restes de 24 de ses combattants tués au début de la colonisation française au 19e siècle après leur restitution par la France. Cette restitution est intervenue lors d'une cérémonie militaire. C'était le 26 novembre 1849 que les 6000 soldats français du général Émile Herbillon se lançaient à l'assaut de Zakcha, une oasis fortifiée du sud constantinois. Eh bien, l'oasis a été défendue donc par des résistants algériens commandés par Ahmed Bouziane, capturés dans la bataille puis décapités, et les survivants ont aussi été massacrés. Les restes étaient donc conservés depuis le 19e siècle dans un musée là-bas en France. Selon l'Élysée, leur restitution est un geste d'apaisement dans les relations bilatérales et s'inscrit donc dans une démarche d'amitié et de lucidité et sur toutes les blessures de l'histoire de la France. Les crânes de ces combattants seront enterrés demain dimanche donc pour anniversaire. Demain dimanche donc jour anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Nous parlons encore de la France qui veut cette fois donner les noms de quelques héros africains de la Seconde Guerre, justement à ces rues là-bas en France. C'est le ministère français des Forces armées qui donne cette nouvelle en présentant un guide de 100 Africains
La ministre française de la Défense a déclaré que les noms, les visages, les vies de ces héros africains doivent faire partir de leur vie de citoyens libres, car sans eux, la France ne serait jamais libre. Il y a beaucoup de tirailleurs sénégalais et nord-africains sur la liste, mais aucun de ceux qui étaient donc de l'Indochine française. En janvier, dans la ville méridionale de Bandol, une place centrale donc a été nommée en l'honneur de 5 soldats africains et qui ont pris part à la libération donc de la ville. La place de la liberté justement a été rebaptisée place des libérateurs africains. Les élections présidentielles au Burkina Faso, c'est pour le 22 novembre, vous le savez certainement. Et avant d'y aller, le mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, se prépare tout doucement. Le MPP a initié donc une formation juridique au profit des membres qui doivent justement représenter le parti dans les 45 provinces du pays lors de ces élections. À l'issue de cette formation, ces encadreurs doivent être aussi en mesure de former à leur tour dans leur circonscription de base les délégués de vote du parti. La synthèse, c'est avec Alain Koulibaly. Venus des 45 sections provinciales du mouvement du peuple pour le progrès, ces hommes et ces femmes bénéficient d'un renforcement de capacité sur l'encadrement juridique des élections au Burkina Faso. Des modules sur le rôle et les devoirs du délégué de vote en temps d'élection leur sont dispensés pour servir de référence dans leurs différentes circonscriptions. À nos futurs formateurs, nous sommes en train de leur donner des rudiments afin qu'à leur tour, ils puissent expliquer aux délégués leur rôle et leurs devoirs dans les bureaux de vote. Mais auparavant, nous allons leur parler de l'environnement juridique et institutionnel des élections afin qu'ils puissent savoir les institutions qui sont impliquées dans l'organisation des élections dans notre pays et surtout les autres parties prenantes. Initiative appréciée par les participants qui comptent faire bon usage des connaissances reçues à l'issue de cette formation. C'est une très bonne initiative dans la mesure où, bon, vous savez, maintenant les élections sont très bien organisées. Il y a une structure en charge des élections, mais il faudrait que chaque candidat, chaque entité politique puisse se préparer, c'est-à-dire que outiller ses militants pour suivre le processus électoral. On a eu des informations sur d'abord l'encadrement juridique des élections. Ça c'est les parties prenantes au niveau du processus électoral. On a eu ces informations aussi. Et comment faire en sorte pour que réellement les élections, le délégué puisse représenter valablement et son parti et son candidat. En tout cas, cette formation vraiment est la bienvenue parce que ça va nous permettre, nous à notre tour, d'aller au niveau des provinces pour un peu situer les délégués qui seront en tout cas dans les bureaux de vote pour les élections à venir. C'est en tout cas ce qu'on attend vraiment de cette formation, c'est en tout cas d'avoir une idée claire de comment en tout cas doit se comporter un délégué du bureau du vote MPP au niveau des lieux de bureau de vote. Cette initiative du MPP, parti majoritaire, entre dans le cadre de sa politique de préparation des prochaines élections couplées de novembre 2020. Les formateurs seront déployés à l'issue de cette formation sur le terrain pour former à leur tour les délégués de vote du MPP. Je vous emmène maintenant en République démocratique du Congo. Ce samedi, des centaines de Congolais sont descendus dans les rues de plusieurs villes du pays pour manifester contre le choix du nouveau président de la commission électorale. C'était à l'appel d'ONG et du comité laïque de coordination, organisation rattachée à l'église catholique. Ces manifestants expriment le rejet de l'élection de Ronsa Malomba à la tête de la commission électorale nationale indépendante en remplacement de Corneille Nangaa, arrivé en fin mandat. Une décision, selon eux, entérinée par l'Assemblée nationale, qualifiée d'ailleurs de tricherie. Alors, sous le mandat de Corneille Nangaa, très critiqué pour l'organisation des élections précédentes, dont la présidentielle de décembre 2018, remportée par Félix Tshisekedi, Ronsa Malomba a occupé le poste de secrétaire exécutif de l'institution en charge de l'organisation des élections en RDC. Pour les ONG, M. Malonda, c'est Nangaa Junior, fabriqué par le camp de l'ancien président Joseph Kabila.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lui propose une démarche consensuelle. Pour lui, il faut considérer donc les revendications des manifestants, aplanir donc les vues avant tout avancement dans ce processus. Des ONG font état d'arrestation donc de certains de leurs militants par la police, ce que démentent justement les autorités policières. Poursuivons cette édition avec les étudiants en diplomatie de l'Université libre du Burkina Faso qui donnent de la voix sur la question de l'éco. L'éco qui est bien sûr la nouvelle monnaie de l'Afrique de l'Ouest. Ces étudiants ont organisé ce matin un sommet extraordinaire de la CEDEAO simulé et c'est un exercice donné sous forme d'évaluation à ces universités en fin de formation en diplomatie et relations internationales. Il s'agit en clair d'outiller au mieux les étudiants en négociation diplomatique et à les confronter aux réalités dans le monde actif. Alain Koulibaly a assisté justement à cet exercice. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la question de la nouvelle monnaie ouest-africaine, l'éco. Une tribune où s'exprime à tour de rôle d'éminents diplomates triés sur le volet, le tout devant un auditoire visiblement réceptif aux discussions. Vous l'aurez compris, nous sommes devant une situation de simulation. Un exercice d'évaluation d'étudiants en fin de cycle de formation en négociation diplomatique de l'Université libre du Burkina. Pour les préparer donc à cette vie diplomatique, il faut les mettre dans une situation de pratique. Et c'est pour cela, après le cours, ils sont organisés en délégation et ils prennent en charge une question. Et cette année, on s'attarde sur la question de la monnaie commune ouest-africaine dénommée ECO. Parce que c'est une problématique assez polémique, qui fait donc des débats. Et il faudrait donc que les étudiants puissent, avec un recul, apprécier ce débat, incarner ce débat et proposer donc des solutions d'experts et d'observateurs extérieurs au processus, mais qui sont concernés parce qu'ils sont membres de l'espace et leur vie est liée donc à la dynamique de cette monnaie. Donc c'est véritablement un exercice qui n'est pas seulement une simulation dans la tête, mais un exercice pratique qui leur permettra d'aborder cette question, d'avoir des axes et qui pourrait être donc proposé aux autorités communautaires, aux autorités nationales pour qu'ils voient comment les jeunes pensent la CEDEAO, comment les jeunes pensent la monnaie éco, parce que c'est fondamental. Une manière de joindre la théorie à la pratique qui ne laisse pas indifférents ces diplomates en devenir. C'est un exercice qui nous permet de rentrer réellement dans la réalité. Et c'est un exercice qui nous montre l'ampleur du travail que cela représente d'être un diplomate, c'est-à-dire la préparation antérieure avant les négociations, les discours, comment apprendre à négocier sans être impoli, comment être un bon négociateur. Et donc je peux dire que c'est un bon exercice pour nous parce qu'on rentre dans la réalité, on peut toucher du doigt ce que c'est que la diplomatie et les relations internationales. Ce que moi je pense de cette cérémonie et de ce travail qui se tiendra aujourd'hui, c'est qu'elle nous permettra bien sûr de nous aguerrir. De nous aguerrir parce que nous avons fait une formation théorique où on a appris un certain nombre de choses. Et ces choses-là se mettent en application au sein même de la pratique. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour ici un exercice qui nous est en tout cas proposé pendant longtemps. Une pratique courante au sein de l'Université libre du Burkina depuis près de 18 ans. Elle vise à outiller les apprenants en protocole et en négociation diplomatique. Elle concerne exclusivement les étudiants en fin de cycle de licence en diplomatie et relations internationales. Cap est mis pour l'année académique prochaine pour l'évaluation de la 19e promotion. Direction maintenant le Ghana. Le secrétaire d'État au commerce et à l'industrie Kingsley Aonkora a démissionné. Pourquoi? Eh bien, il a reconnu qu'il avait enfreint les règles d'auto-isolement qui prévalent en cas d'infection au nouveau coronavirus en allant faire campagne dans les bureaux d'enregistrement électoraux. Et cela dans le but d'aller préparer les élections législatives auxquelles il est candidat sous les couleurs du parti présidentiel. Aonkora s'est défendu en assurant qu'il était asymptomatique et donc qu'il avait moins de risques d'infecter d'autres personnes. Et pourtant, des vidéos de lui montrent qu'il célèbre les résultats des primaires du nouveau parti patriotique. Des vidéos qui ont alimenté justement la polémique. Le Ghana recensait vendredi officiellement 18 000 cas de coronavirus et 117 décès.
Avant de nous quitter, je vous invite à admirer ce beau tableau. C'est le portrait d'une infirmière à l'image de tout le corps soignant qui s'est donné pour sauver des vies dans les salles de réanimation. Ces hommes et femmes ont pris des risques et en ont bien sûr payé le prix fort. 198 agents de santé ont ainsi perdu la vie en voulant sauver des vies. Cette photo est en fait une constellation des photos de toutes les victimes du coronavirus que l'on découvre en zoom sur ce cadre qui est justement un bel hommage à ceux qui ont fait le serment d'Hippocrate de sauver des malades souvent au péril de leur propre vie. Nos hommages donc à tous les agents de santé engagés au Burkina Faso et partout en Afrique et bien sûr dans le monde pour guérir le coronavirus. À ce jour, 86 malades sont pris en charge au Burkina Faso, 856 ont été guéris, mais attention, 8 nouveaux contaminés ont été enregistrés au cours de ces dernières 24 heures. Respectez donc les mesures barrières et portez votre masque. Ce sont donc les gestes qui sauvent. Voilà, madame, monsieur, l'essentiel de l'actualité ce soir, c'est terminé. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Demain encore, je serai ravi de vous retrouver pour notre session d'information. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous et des autres. Excellente soirée.